Bien, on poursuit cette matinée sur les enjeux du climat avec un débat auquel je tenais beaucoup. Je suis très content de recevoir Jean-Louis Etienne, médecin explorateur français, avec Bertrand Badré, qui est le patron et le fondateur d'un fonds qui s'appelle Blue Like an Orange Sustainable Capital. Je connais bien Bertrand depuis longtemps. J'avais rencontré il y a quelques années Jean-Louis Etienne, je ne sais pas s'il s'en souvient. C'est évidemment très intéressant parce qu'on va vous proposer une séquence un peu en images, parce que pour voir ce qui se passe, il faut aussi aller y voir. Et l'idée de ce débat entre ces deux personnes m'est venue cet été parce que je suis le compte Instagram de Bertrand, qui est toujours très intéressant. Il suit beaucoup d'expositions, mais cet été, il était dans l'Arctique, il était dans le Spitzberg, je crois, avec Jean-Louis Etienne sur son bateau. Vous allez nous raconter ça, Jean-Louis. Dans ce projet PolarPod, il y a un bateau ravitailleur sur lequel Jean-Louis Etienne, évidemment, en est le capitaine. Et donc, il a emmené Bertrand montrer ce qui se passe du côté de l'Arctique, et évidemment, en plein été. Mais c'est pas forcément réjouissant quand on voit la rapidité. Je crois que c'est la région du monde qui se réchauffe le plus vite, 4 fois plus vite, je crois, que le reste de la planète. Donc ce frigidaire dont nous avons ouvert la porte, je pense que c'est votre expression, Jean-Louis Etienne, on a envie d'en savoir un peu plus. Alors, vous allez peut-être nous faire une présentation en images. D'abord Bertrand. Alors Bertrand, d'abord quelques mots sur ce voyage. Et on va voir, je ne sais pas si on les verra en même temps, un certain nombre de photos défilées. Merci, merci Philippe, merci surtout Jean-Louis. Alors je fais partie d'une génération qui a vibré avec Jean-Louis quand il est parti à sa deuxième tentative au pôle il y a près de 40 ans. Et je ne pensais pas que quelques années plus tard, je le retrouverais, avec Alexandra d'ailleurs, puisque nous étions dans le même groupe de travail. Et c'est en discutant de ces projets et de ce bateau, Persévérance, un très beau mot pour le sujet d'aujourd'hui, que Jean-Louis m'a proposé d'aller voir avec lui ce frigidaire dont on avait oublié de fermer la porte. Donc il y avait un petit côté curiosité. Et j'en suis revenu à la fois émerveillé et déprimé. Émerveillé par la beauté du paysage au Spitzberg, émerveillé par cette espèce de robustesse magnifique de la nature, émerveillé par tout ce qu'on a pu voir, et en même temps très déprimé à la fois par le discours que Jean-Louis va partager avec vous aujourd'hui, le discours scientifique, analytique, qui montre effectivement la très grande rapidité des événements. Ça va 4 à 5 fois plus vite au pôle Nord que sur le reste de la planète. Et puis aussi effrayé par un certain nombre de choses qu'on pourrait appeler anecdotiques, mais pas tant que ça. On a passé le 80e parallèle Nord. J'avoue que j'étais en touriste Instagram un peu frustré de ne pas voir d'iceberg. Il n'y avait pas de glace. Il fallait faire encore 200 ou 300 km alors qu'on était à 1000 km du pôle. Effrayé par le fait que Jean-Louis me dit, et on le voit, que la faune diminue. Effrayé par le fait que certains jours, on a pu avoir 14 ou 15 degrés. Donc il ne faut pas hurler derrière ce genre d'anecdote, mais on voit que tout ça avance. Et donc émerveillé et effrayé, et ce que je disais à Jean-Louis, je te suis à la fois très reconnaissant de ces quelques jours ensemble, et en même temps je t'en veux beaucoup, parce que maintenant je ne peux vraiment plus dire que je ne sais pas. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre aujourd'hui. On n'est plus dans le discours, quand on le touche du doigt, c'est plus juste la mer de glace qu'on va reculer un peu chaque année, c'est plus juste le glacier de la Lèche. On est au cœur de l'écosystème planétaire et ça déménage. Alors, juste avant que Jean-Louis commence sa présentation, vous dire, j'ai oublié de le faire, qu'il y a une deuxième salle pour celles et ceux qui s'intéressent aux questions également de transition au niveau local. Mais vous êtes très bien ici, mais sachez que la deuxième salle est ouverte. Jean-Louis, peut-être allons-y pour cette présentation. Voilà, non, c'est avant, bien avant que ça commence. Voilà. Les pôles sont, je vais vous parler de régions absolument essentielles sur l'équilibre du climat que sont les pôles. Là, allez-y. C'est marrant parce que je me vois là-bas dans une glace, ça fait drôle. Donc, je vais vous montrer d'abord ceci. Ceci, ça a été fait par Claude Lorius. Si vous connaissez Claude Lorius, c'était notre éminent glaciologue d'ailleurs qui travaillait avec Jean Jouzel tout à l'heure. Ça, cette image-là, elle est en 1990. 1990, moi je rentrais de ma traversée de l'Antarctique, du continent du pôle Sud,
Et Claude faisait une conférence en parallèle et il nous dit, regardez, ce qu'on a dans les carottes de glace, on va chercher dans la masse de glace de l'Antarctique de l'information. Et donc, il y a des bulles d'air qui sont emprisonnées et qui nous donnent l'état, si vous voulez, de la température, de la teneur en gaz carbonique dans le passé. Et Claude Lorius, c'est 800 000 ans à gauche. Il nous dit, regardez, la Terre, elle a sa vie propre. Des alternances de périodes glaciaires, interglaciaires, chaudes, froides. Mais Claude Lorius nous dit, regardez là, à droite, depuis 150 ans, depuis le début de l'ère industrielle, il y a une accélération rapide de la teneur en gaz carbonique et de la température moyenne. Et donc, il a cette phrase, Claude Lorius, on est en 90, en parlant du réchauffement climatique, il dit « Le processus est enclenché ». Donc, cette machine a une inertie absolument colossale. C'est quoi le climat? C'est une machine thermique. C'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. La nature va toujours dans le sens de l'équilibre et la Terre, elle a deux fluides pour faire cet échange, comme nous avons à la maison l'air conditionné, si vous avez ça, ou le chauffage central, c'est liquide. Donc, il y a d'abord des échanges de chaleur, d'air. Là-haut, il fait beaucoup plus chaud au plafond qu'ici. L'air chaud monte et il est pris dans des rotations de la Terre et il y a des cellules qui vont petit à petit amener cet air vers le nord se refroidir. Premièrement. Deuxièmement, transfert de chaleur océanique. Vous avez l'illustration ici, le Gulf Stream, dont l'air chaud monte, il se refroidit et il va plonger dans la circulation mondiale. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que 93% de chaleur, 93% est absorbé à la surface de l'océan. Vous voyez? Et donc les alizés qui poussent cette eau de surface qui est très chaude vers l'arc caribéen, ce qui était en Caraïbes des tempêtes tropicales deviennent des cyclones. Il n'y a pas forcément une augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes, mais de leur intensité. Donc les régions polaires sont particulièrement touchées. Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Regardez ce qui se passe à gauche, 1996, à droite, 2020. Donc, vous voyez la régression de la surface de la banquise à la fin de l'été. Et donc, le problème, si vous voulez, c'est que ça libère des surfaces de glace et donc l'eau libérée de sa glace va capter la chaleur, pas la chaleur, le rayonnement solaire. Donc cette eau de surface va se réchauffer et par proximité, elle va faire fondre la banquise, si vous voulez. Et comme elle est plus chaude, elle va prendre beaucoup plus tard en glace. Ce qui disparaît, c'est ce qu'on appelle la glace pluriannuelle. Ce que l'on parle de glaciers, des neiges éternelles en montagne. Donc la calotte du Groenland s'effondre petit à petit, perd beaucoup de glace. Tout ce qui était du pergélisol, qu'on appelle le permafrost, si vous voulez, fond à la surface. Et c'est vraiment, et ça libère beaucoup de méthane et beaucoup de gaz carbonique, dans une accélération du phénomène. On change d'hémisphère. On va en Antarctique. L'Antarctique, c'est un immense continent. Pour les Français, c'est 27 France. Faites un puzzle serré de 27 France et vous recouvrez le tout de 2,5 km d'épaisseur moyenne. La taille du glaçon en Antarctique. Par endroit, ça fait 5 km d'épaisseur. La masse de glace est absolument colossale. On va aller ici sur une plateforme de glace. La glace descend par gravité comme partout et en arrivant là, elle flotte. Elle flotte sur l'océan, faire des plateformes qu'on appelle ice shelf. Ice shelf de Ross. Donc ça fait 600 km. C'est absolument géant. On va aller ici au front. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on arrive à la barrière de glace. Le trait noir que vous avez, c'est parce que ça a été pris j'ai pris ça en 93. Il n'y avait pas de drone à l'époque. On faisait des photos avec des cerfs-volants. On envoyait les cerfs-volants à l'appareil photo et clac, 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 on en faisait une centaine avec l'espoir d'en avoir une. Et donc voilà l'épaisseur du front. Ça fait 40 mètres d'épaisseur. Vous avez de tout ce qui flotte dessous, ça fait 300-400 mètres. Qu'est-ce qui se passe en Antarctique? Vous avez le niveau de la mer qui monte et la température qui monte. Donc il y a une érosion beaucoup plus importante sous les plateformes avec une libération d'icebergs qui est de plus en plus importante. On parle d'icebergs grands comme la moitié de la Corse, comme si la Corse était l'indice de l'iceberg. Mais si je vous dis c'est grand comme le Tarn, ça ne vous dit rien, c'est mon pays. Mais donc la Corse est insulaire, donc on arrive à avoir une idée de la surface. Et donc ça se casse au bout, mais comme toujours. La formation d'iceberg, c'est la rupture de la plateforme qui va libérer. Il y a un océan qui est
important dans l'équilibre climatique, c'est l'océan austral. Donc l'Antarctique, Australie, l'hémisphère du pôle sud. Les spaghettis que vous avez autour, c'est le courant circumpolaire antarctique. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Vous voyez? Et donc parce que c'est de l'eau froide et une immense surface. Je reviens en arrière. C'est une immense surface. Ça fait 22 000 km de circonférence. C'est là où les marins du Vendée Globe vont passer dans quelques jours. Donc ça fait 22 000 km de circonférence. C'est de l'eau froide. Et le CO2 se dissout beaucoup plus dans l'eau froide que dans les eaux tempérées. Donc il joue un rôle important. Et puis l'ULI, c'est un lien entre les trois bassins, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique. Il est très mal étudié, cet océan, parce qu'il est loin, il est difficile d'accès. Et toutes les publications se terminent, on a besoin de mesures in situ de longue durée. Et la question, c'était quel type de bateau pour rester dans cette mer qu'on appelle les 50e hurlants. Donc le Polarpod est un navire vertical qui fait 100 mètres de haut. Il faut échapper à la vague si vous voulez être confortable en mer. Il faut échapper à la vague, donc vous avez un treillis à la surface, l'eau passe à travers et on a 75 mètres de tirant d'eau avec 150 tonnes au fond. Donc il est super stable. Voilà à quoi ça ressemble. 2014, il y a longtemps que je travaille là-dessus. Voilà, c'est ça la force de ce Polarpod, c'est qu'il est poreux à la vague, vous voyez. Les vagues nous passent à travers, elles ne nous percutent pas, donc on va pouvoir rester stable, même dans les tempêtes. Et donc, 75 mètres de tirant d'eau, il n'y a pas un port où vous pouvez, qui peut vous accueillir. Donc le bateau, il est à l'horizontale. On le tire à l'horizontale, et quand on va arriver dans le courant circumpolaire, à ce moment-là, on ballaste. Il va passer en position verticale. Voilà. Ça devrait durer une vingtaine de minutes. Donc, et c'est cette profondeur qui va lui donner la stabilité. Donc, c'est un véhicule zéro émission. C'est une première campagne zéro émission. Le moteur, c'est le courant circumpolaire. L'électricité, c'est le vent. Il y a plein de vent dans le secteur, on ne va pas en manquer. Ça, ce n'est pas un missile, c'est un AUV. Mais surtout, regardez la personne qui est en haut qui vous donne une idée de l'échelle. Ça, on appelle des AUV, ça élargit le territoire de recherche. Vous voyez, on devine, il y a des voiles qui vont nous permettre de naviguer, d'éviter les icebergs si c'est nécessaire. Donc, voilà, le Polarpod va dériver, c'est la ligne verte, et ça devrait durer 3 ans. On nous a demandé de faire 2 fois le tour. Je ne sais pas pourquoi 2 fois, c'est déjà pas mal une fois. Ça devrait durer 3 ans. Et donc, personne ne va rester à bord pendant 3 ans. On a des relèves d'équipage avec ce bateau qui est construit déjà, qui s'appelle Persévérance, qui a déjà fait des missions. Et Bertrand donc était à bord. Nous étions au Spitzberg à bord de ce bateau. Et tous les 2 mois, il y aura une relève d'équipage avec ce bateau. Polarpod, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été fait. Il y a une énorme attente de la communauté scientifique internationale. Donc on répond à une attente, on espère que ce sera bientôt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne asseyez-vous, pour cette présentation remarquable. Alors peut-être Bertrand, je ne sais pas si on va voir quelques-unes des photos de Bertrand. Je ne sais pas, je les ai envoyées, donc je ne sais pas si elles sont... Si vous pouvez les projeter en même temps que Bertrand nous donne quelques mots. Quand on voit ça et quand on l'a vécu, tu as dit ça t'a changé. En même temps, on se dit on est quand même bien peu de choses. Oui, on est bien peu de choses, mais surtout, et c'était un peu le thème de la table ronde précédente, quand on voit ça, il y a plein d'attitudes possibles et on les a toutes expérimentées individuellement et collectivement. On peut tomber dans la procrastination en disant oui, mais aujourd'hui je ne suis pas prêt, demain on verra. On peut tomber dans l'accablement, tout ça est beaucoup trop grand pour moi. On peut se cacher derrière le système. On peut malheureusement, et Jean-Louis l'a aussi expérimenté, faire face à ce que j'appellerais les 2 plus grands ennemis. Le premier, c'est comme on dit en anglais, more of the same. On va refaire ce qu'on a fait en espérant que cette fois ça marche. Et on sait que ça ne marche pas, donc on répète à l'infini les mêmes erreurs. Et la deuxième erreur très commune aujourd'hui, c'est toujours en anglais « not invented here », pas trouvé ici. Ce n'est pas mon idée, donc je ne la fais pas. Et aujourd'hui, on est dans un monde où on voit bien, c'était évident dans la table ronde précédente, que le défi du climat en général, des pôles en particulier, il ne sera traité que collectivement. Ça ne sera pas juste une ONG, une entreprise, un État. C'est tous ensemble qu'on doit trouver la manière de faire.
et précisément à un moment où on se parle de moins en moins, et pas seulement en France. On est confronté en fait à un défi absolument considérable. On doit repenser, et Alexandra l'a très bien dit tout à l'heure, on doit repenser le cœur de notre système économique. On ne va pas faire semblant, on ne va pas bouger à la marge. On doit repenser le cœur de notre système économique à un moment où il n'y a pas de maître du monde pour le repenser à notre place. Et donc on doit aussi repenser la gouvernance mondiale à un moment où personne n'a vraiment envie de s'occuper de gouvernance mondiale. Donc on a ce double défi considérable de réformer notre operating system financier économique, notre operating system de gouvernance mondiale. Et là, on continue à refaire encore et encore la même chose. Et c'est là que je trouve que l'exemple de Jean-Louis depuis toutes ces dizaines d'années est profondément inspirant. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut explorer. C'est-à-dire qu'il faut prendre le risque d'aller tester des nouveaux outils comme PolarPod, des nouvelles approches, des nouvelles avenues non explorées, en matière financière notamment. Pas refaire encore et encore toujours la même chose. Et pour moi, c'est la seule manière, en étant un peu innovant, en cassant les codes, en allant au-delà d'un ronron ESG, dont déjà aujourd'hui qui fait l'objet d'un backlash. Si on n'y arrive pas, je pense qu'on est très mal parti. Je ne veux pas être pessimiste, je suis entrepreneur. Je pense ce qui me désole, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'argent à notre disposition aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui cherchent, autant de personnes qui statistiquement trouvent. On a écrit tous les rapports, on sait ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de le réinventer. La question, ça a été dit aussi précédemment, comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on trouve le leadership pour faire face à cette double tragédie dont le pôle est presque l'expression artistique, la tragédie des communs et la tragédie des horizons. Là aussi, j'emprunte ça à l'économie, la tragédie des communs, tout le monde connaît, le pôle est un commun. Tout le monde en bénéficie, personne ne veut payer. Ça, c'est la version courte. Et on tourne avec ça. On tourne avec ça, tout le monde en bénéficie, personne ne veut payer. Et à chaque COP, on a dit qui veut payer, ben personne. On se pousse un peu et on bouge un peu. Et la tragédie des horizons, c'est aussi ce qu'on voit au pôle. C'est Marc Carney, à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui avait dit ça au moment de la COP de Paris. Je travaillais avec lui à l'époque. Il avait dit le gros problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, le trader, d'une certaine manière, s'occupe de la prochaine seconde, le directeur financier du 3 prochains mois, le chef d'entreprise de son plan stratégique à 2 ou 3 ans, le chef d'État, le gouverneur de banque centrale à 5 ou 6 ans, et au-delà, il n'y a personne. Quand on prend un engagement net zéro en 2050, c'est à la fois formidable et en même temps un petit peu mystérieux, parce que qui sera là pour vérifier qu'en 2050, l'engagement est tenu? Et donc, ce que je crois, s'il y a quelque chose à retenir de tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable d'explorer, de sortir des sentiers battus, de mobiliser tout ce dont on dispose aujourd'hui, et surtout, il faut être capable d'être extrêmement sérieux. Ne plus se raconter d'histoires en permanence et ne plus se faire plaisir en racontant des histoires. Merci beaucoup Bertrand. Peut-être un dernier mot avec Jean-Louis Etienne. Où en est le projet PolarPod? Est-ce que vous trouvez les financements? Et puis, en prolongation, l'urgence des pôles, on a dit, on a vu beaucoup de films de science-fiction qui disent que, notamment si le jet stream s'arrêtait, on pourrait avoir un changement dramatique et rapide du climat. Qu'est-ce que vous en savez, est-ce que vous avez une crainte que ça pourrait se produire? Le projet PolarPod avance lentement. Là, on ne bénéficie pas des circonstances puisque c'est l'État qui finance la construction, appel d'offres, etc. Donc ça prend un peu de temps. Je voulais dire que le terrain, comme l'a dit Bertrand, le terrain est un support pédagogique extraordinaire. Du terrain, on acquiert la légitimité. Vous voyez, beaucoup plus que n'importe où quand vous êtes amené. Vous avez le mec qui a été voir, qui l'a vu, vous qui avez vu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc depuis 40 ans, je fais des expéditions et chaque fois, c'est le support de projets pédagogiques. Je trouve que le terrain vous donne une légitimité, cette force-là, quoi. Et ça me passionne en plus, quoi. Bon, donc ça sera peut-être pour 2027. Oui, alors mon grand rêve, si vous voulez, c'est qu'il bascule. Vous avez vu, il bascule. Mon grand rêve qui bascule le 9 décembre 2026. J'aurai 80 ans ce jour-là. J'ai demandé qu'on m'offre ça comme cadeau. Très bien. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne. Merci Bertrand Badré.